Voilà, donc bonjour à tous. Donc on accueille aujourd'hui Arnaud Delers qui a soutenu en 2009 à l'École des hautes études en sciences sociales sous la direction de Jacques Chiffolo une thèse consacrée à la reconstitution, édition et commentaire du chartrier d'Olps, qui est chercheur associé au CIAM et à l'Université de Savoie. Et puis Arnaud Delers a été directeur du château de Montrottier près d'Annecy et il dirige aujourd'hui le château des Rubins, observatoire des Alpes à Salanches. C'est un spécialiste de l'histoire des archives des monastères de Savoie du Nord et de médiation culturelle. Et donc, dans ce domaine de l'histoire des archives, il a publié Une abbaye de montagne, Sainte-Marie d'Olpe, son histoire et son domaine par ses archives à Thonon en 2011. Avec Didier Méhu, L'impossible réforme, les visites de l'abbaye cistercienne Sainte-Marie d'Olpe du XVIe au XVIIIe siècle. Pardon. Crime et châtiment en Chablais, lieu de justice du temps jadis à Annecy en 2013. Et puis l'abbaye d'Abondance et sa congrégation, d'après la reconstitution du chartrier canonial 1108-1300 aux éditions de l'Université Savoie-Mont-Blanc. Voilà, donc il va nous parler aujourd'hui de cette pratique des réductions de bénéfices en Savoie et de ce que ça permet de faire aux médiévistes, puisque, donc, qui est une pratique moderne, et de ce que ça permet de faire aux médiévistes, puisque c'est ce qui nous concerne plus particulièrement. Voilà Arnaud, c'est à toi. Merci Sébastien pour cette présentation. Bonjour à tous, je suis ravi d'être avec vous cet après-midi pour vous parler effectivement de cette source qui est très peu connue, pas seulement en France, mais en Savoie aussi, ces réductions de bénéfices, dont le sous-titre de mon intervention est peut-être un petit peu plus évocateur, hein, une source palliative à la disparition des chartriers monastiques médiévaux. Alors, à l'époque moderne, les abbayes des États de Savoie, qui ont été fondées par la Maison ducale, étaient, à quelques exceptions près, placées sous le régime de la commande. Alors, en deux mots, hein, la commande, c'est la collation d'un bénéfice ecclésiastique à un clerc nommé par le duc. Donc, les abbés commendataires n'étaient plus élus par les moines, hein, mais désignés parmi les cadets des grandes familles de l'aristocratie savoyarde et aussi parmi les membres légitimes ou naturels de la dynastie ducale elle-même. Alors, ces prélats cumulaient des bénéfices et résidaient à la cour de Turin. Et sur place, dans les monastères, les communautés l'autorité était incarnée par un prieur claustral qui, lui, par contre, était élu par la communauté et était professe de son monastère. Alors, au décès d'un de ces abbés commendataires, l'administration savoyarde déclenchait une action juridique appelée réduction de bénéfices. Alors, reduco, en latin, emporte l'idée de ramener, rapporter le bénéfice sous la main du fisc ducal afin d'en établir une estimation avant de le confier à un nouveau bénéficiaire. Donc, il s'agit d'un document qui est rédigé dans une perspective financière, comptable. Et les opérations étaient menées soit par le Sénat de Savoie, donc plutôt spécialisé dans les affaires judiciaires, soit par la Chambre des comptes, aux prérogatives, comme son nom l'indique, plus nettement financières. Alors pour cette raison, les procès-verbaux de ces enquêtes, de ces commissions, sont aujourd'hui conservés aux archives départementales de la Savoie, à Chambéry, fonds du Sénat de Savoie, hein, série 4B, archives saisies ou recueillies par le Sénat de Savoie, et dans la série SA, titres concernant le domaine, les fiefs étaillables, le château, la Sainte-Chapelle de Chambéry, les évêchés, abbayes, prieurés et bénéfices. Alors, ainsi présenté, hein, on comprend que ce type de source, conservée dans des sous-séries aux intitulés assez évasifs, qui plus est rétrocédé tardivement par les archives italiennes à la France en 1950 et 1951, eh bien on comprend que ces sources soient passées un petit peu sous le radar des médiévistes savoyards. Voici au premier regard une documentation qui est d'un grand formalisme juridique et au contenu assez attendu. Alors évidemment, on aurait bien tort de sous-estimer leur intérêt, car l'une des principales ambitions de ces enquêtes, c'était de dresser un état détaillé des archives des monastères visités
et de geler dans l'instant les mouvements incessants des parchemins utilisés pour soutenir les procès pléthoriques auxquels les abbayes étaient mêlés ainsi que leurs ayants droit. Alors on va découvrir ensemble comment en Savoie, terre où les chartriers monastiques sont mutilés, c'est un euphémisme, on va découvrir comment ces réductions de bénéfices apportent aussi des renseignements fondamentaux sur les archives monastiques aujourd'hui disparues, puisque ces procès-verbaux pouvaient, même si on va voir que ce n'était pas systématique, mais peuvent renfermer un inventaire, des inventaires des chartriers concernés. Alors pour cela, je vous propose de le faire de manière très simple, de vous détailler d'abord la procédure de ces réductions de bénéfices, et puis on s'intéressera ensuite à l'apport sur le fond, à l'apport à la connaissance historique par la rédaction d'inventaire des chartes de ces documents. Alors, en règle générale, au décès de l'abbé commandataire concerné, l'enquête est déclenchée avec une très grande célérité. Quelques jours seulement après le décès de l'abbé concerné, une mission est confiée aux plus hauts fonctionnaires de l'État savoyard disponibles. C'est-à-dire que donc cette enquête, cette réduction de bénéfices au décès de l'abbé commandataire, cette enquête est déclenchée avec une très grande célérité, seulement quelques jours après le décès des abbés concernés. Ce qui est intéressant, c'est que cette mission, elle n'est pas confiée à d'obscurs gratte-papier, mais elle est confiée aux plus hauts fonctionnaires de l'État qui sont disponibles à ce moment-là. Donc, président de l'une des deux cours, sénateur ou avocat général. On perçoit à lire entre les lignes de ces documents qu'une certaine fébrilité s'empare de l'administration lors de ces décès. Et ce que l'on craint au plus haut niveau de l'État, ce n'est pas tant la réaction des communautés en place, même si souvent leurs relations avec leur abbé commandataire sont épouvantables, mais ce que l'on redoute, c'est plutôt l'attitude des fermiers à qui l'on prête à juste titre la volonté de profiter de ces périodes de déstabilisation pour se livrer à toutes sortes de malversations. Et je renvoie à la thèse de Jean Nicolas sur la Savoie au XVIIIe siècle, qui dresse des portraits sans concession, sans phare, de ces fermiers, de biens notamment monastiques, qui sont des personnages absolument épouvantables. Donc leur crainte est fondée, ces fonctionnaires de l'État, sur les malversations possibles de ces fermiers. Et d'ailleurs, il est révélateur que les fermiers des biens monastiques soient tous convoqués au moment de la réduction de bénéfices sur place, et qu'il leur soit notamment demandé de restituer les parchemins en leur possession ou d'en parapher la liste dressée d'après les chargés présents dans les archives. Alors un chargé, c'est un fantôme qui est rédigé en principe à chaque prélèvement d'une charte du chartrier. Date, nom de l'emprunteur, numéro et analyse de l'acte y figurent, un peu comme dans les bibliothèques, il n'y a encore pas si longtemps que ça. Alors, pour preuve de ce fréquent recours aux pièces originales, donc voilà, c'était la première chose que je voulais vous montrer sur mon PowerPoint si on y arrive, c'est l'extrait d'un procès fleuve sur la condition taillable des hommes de l'abbaye d'Eau qui a été procès imprimé en 1757, et on peut voir dans ce procès, je ne lance pas le diaporama, mais attendez, tac, voilà, là vous l'avez sous les yeux normalement. On peut voir à l'extrait de ce procès que ce sont des chartes du XIIe siècle qui sont transcrites à l'intérieur. Donc ces chartes, pour rédiger ce procès de 1757, il a bien fallu aller les chercher dans le chartrier, les identifier, les extraire, les transcrire et peut-être les ranger ou pas. On va le voir. Donc ces parchemins sont par les chemins en permanence. En tout cas en Savoie, et les fermiers sont vraiment responsables de cette situation. Alors revenons-en à la mission de nos sénateurs. Une fois qu'ils ont mis pied à terre et informé la communauté de la nature de leur mission, leur attention se porte immédiatement sur les archives. Ils demandent systématiquement à être conduits tout de suite par le prieur claustral dans les archives du monastère. Et à Abondance, par exemple, lorsqu'ils arrivent à la fin de l'année 1640, ils demandent la mise sous scellé pour la nuit des archives du monastère. Signe on craint et on est vraiment très, très inquiet sur ce qu'il advient au moment du décès des abbés des archives des monastères.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans les procès-verbaux, on décrit très souvent ce que l'on trouve dans les archives. Et ces descriptions sont absolument saisissantes. Alors, il ne faut pas perdre de vue que les fonctionnaires qui mènent ces enquêtes sont quand même des gens qui sont habitués à une gestion au cordeau des archives d'une administration centrale. Mais il n'empêche que en règle générale, les fonds sont très rarement bien tenus. Et je ne résiste pas à l'envie de vous lire cette longue description, mais qui est un monument d'archivistique monastique, description très enlevée de la visite des archives de l'abbaye d'Eau en 1688, dont j'ai arrangé les tournures pour une meilleure compréhension. Vraiment, j'adore ce texte parce qu'il nous fait pénétrer dans l'intimité d'un monastère et dans l'intimité des archives. Et vous allez comprendre, je pense, par ce texte, encore plus précisément ce qu'est une réduction de bénéfices. Donc, c'est un sénateur du Sénat de Savoie qui parle. L'abbé commendataire est mort il y a quelques semaines seulement. Le 3 mars de bon matin, nous allâmes aux archives en l'assistance du prieur claustral de l'abbaye d'Eau et de 2 de ses religieux. En leur présence, nous fîmes ouvrir les archives. Y étant entrés, nous y trouvâmes une si grande confusion que nous ne pûmes la laisser dans cet état. Toutes les chartes et les livres, même ceux de reconnaissance, étaient dans la poussière et par terre. Il n'y avait pas de plancher et plus de 4 pieds de poussière avant de trouver le pavé. Il y avait 3 coffres pleins d'une partie des actes qui étaient aussi pleins de rats. Nous les voyons courir dans l'archive. La pièce est longue, étroite, obscure, fort froide et très embarrassée. Nous fûmes contraints de faire sortir tous les titres pour les mettre sur une petite galerie auprès de l'archive et là, nous travaillâmes à les inventorier, les ranger et les coter. Le 4 mars jusqu'à dîner, nous les numérotâmes, nous les cotâmes, nous y mîmes des inscriptions. Et après avoir bien fait nettoyer l'archive, nous les y rangeâmes, chacun dans son ordre, sur des rayons à main droite en entrant, assez élevés pour être hors de la poussière et à l'abri des rats, et cependant très visibles pour être vus et trouvés dès qu'on en aura besoin. Ce n'est pas fini. Ayant pris la résolution de mettre à jour un inventaire des parchemins, nous vîmes que nous ne pouvions pas en venir à bout, ni dans l'archive, ni sur la plateforme proche, pour être des endroits trop limités. Nous fîmes donc prendre tous les parchemins, et le 5 mars, nous les étendîmes tous dans le réfectoire des religieux où il y avait 4 grandes tables. Mais cela n'ayant pas suffi pour contenir tous les actes, nous fûmes contraints de nous servir de plusieurs bancs mis à côté des dites tables, sur lesquels nous mîmes aussi des titres, et tout cela ne suffisant pas, nous en mîmes sur le plancher. Le 6 mars, nous prîmes chacun une des tables, bancs et autres endroits où les titres avaient été rangés le jour précédent. Et à mesure que maître tavernier, donc c'est un notaire local, en nommait un porté par son inventaire, chacun avait soin de voir s'il était dans son tas et l'examiner si c'était bien le même. Alors il était contrôlé, numéroté et encaissé. En travaillant depuis les 7 heures du matin jusqu'à 8 heures du soir, sans se détourner qu'1 heure pour dîner, nous en vînmes à bout en 2 jours et demi. Ce collationnement dura les 6, 7 et 8 mars. Tout cela étant fait, le 8 mars après dîner, nous trouvâmes encore 2 coffres pleins de parchemins. Le premier n'était plein que de titres entièrement déchirés, biffés et rompus. Il en sortit 10 rats lorsque nous voulûmes le faire vider. Nous nous contentâmes de le faire nettoyer et de le remettre dans le chartrier. L'autre coffre était plein de plusieurs titres rompus en divers endroits. Après en avoir examiné plusieurs, nous vîmes qu'une partie consistait en obligations prescrites ou quittances inutiles, et sur beaucoup, il était inscrit qu'ils ne servaient plus à rien. Les autres étaient déchirés. Nous ne crûmes pas devoir les inventorier, cela nous aurait arrêté encore plus de 2 jours. Nous les comptâmes, nous en trouvâmes 200 que nous fîmes bien clouer. Nous intitulâmes la caisse et la fîmes porter aux archives. La journée suivante, nous trouvâmes encore des rouleaux de reconnaissance qui étaient cachés derrière des armoires. Nous employâmes une partie de l'après-dînée du 8 mars à ranger tous les titres dans 10 caisses. Bon, c'est un texte qui est absolument magnifique. On voit à quel point ces commissaires, ces sénateurs sont désemparés devant la situation catastrophique des archives d'Eau. Alors, était-ce un cas particulier, un cas lié à des circonstances locales? Écoutez, il ne semble pas, parce qu'à la lecture de ces réductions de bénéfices, c'est un peu général dans tous les monastères de la Savoie, c'est le Capharnaüm. Un autre petit exemple, je serai beaucoup plus rapide là-dessus. En 1711, nous sommes à l'abbaye d'Abondance, même cause, mêmes effets, un abbé commendataire vient de mourir, et là, les sénateurs débarquent.
tous les sacs à archives ont été brouillés par Maître Tavernier. Il est dans tous les bons coups de Terre Tavernier. Il était déjà 30 ans plus tôt à Haut. Tous les sacs ont été brouillés par Maître Tavernier qui a procédé sur ordre du feu abbé à un inventaire raisonné des titres de l'abbaye en 1703 que nous n'avons pas trouvé dans l'archive et que personne n'a pu nous indiquer. Cela nous a fait prendre la résolution de prendre les sacs comme ils se présentaient, d'en tirer les parchemins et de les comparer avec ceux décrits dans un autre inventaire et de marquer par le mot stat à la marge ceux qui véritablement y sont. Des manquants, dont il y en a une grosse quantité, nous avons pris une note, laquelle sera jointe à la fin du présent procès verbal. Ayant considéré la grande quantité de titres qui manquaient depuis la confection du dernier inventaire, et dont nous n'avons trouvé aucun chargé, vous savez, ces preuves ces fantômes censés indiquer qu'un parchemin avait été prélevé dans l'archive. Bon, là, il n'y a plus de charte, mais il n'y a aucun chargé. Donc, on a demandé au révérend père abbé s'il n'en avait point, lequel nous a répondu n'en avoir aucun. Sur quoi nous l'avons requis de se purger par serment d'en avoir. C'est-à-dire qu'on n'est même pas sûr que l'abbé ou ses ayants droit n'aient pas prélevé des chartes en douce. Bon, ce qu'il a fait à la main sur la poitrine à la manière des ecclésiastiques. Mais sans dit long quand même sur les relations qui s'instaurent entre les fonctionnaires de l'administration savoyarde, les communautés en place et puis les fermiers. Personne ne se fait confiance et tout le monde se craint. Alors, le notaire en cause, Tavernier, notaire qui est accusé d'avoir mis le bazar dans les archives d'Abondance, est convoqué par les sénateurs à Abondance, ou plutôt en Abondance, comme on dit dans le coin. Alors, le notaire arrive et il affirme qu'il a travaillé dans des conditions difficiles, puisque le prieur lui a refusé l'accès à une salle de l'abbaye, chicane entre la commandataire et puis le prieur, et qu'en fait, il a été contraint de s'installer dans le cabaret voisin avec une table du cabaret pour seule banche. Alors, on imagine le tableau et toutes les occasions finalement de perte de parchemin, d'égarement des chartes que cela peut susciter. Alors, je pourrais multiplier les exemples. Mais de manière générale, ces procès-verbaux mettent en pleine lumière, et là on en vient au cœur en fait du sujet de ce webinaire, mettent en pleine lumière les relations épouvantables entre l'administration centrale, les fermiers des monastères et les communautés religieuses. C'est un ménage à trois qui est mis en lumière à l'occasion de ces réductions de bénéfices et dont les intérêts sont si divergents que tout le monde, je vous le disais, se craint et se déteste. Cependant, pour tous, la question des archives médiévales représente un enjeu. Pour l'administration centrale savoyarde, ces chartes, quand ils arrivent sur place, elles fondent le droit de la maison de Savoie, elles permettent de défendre les intérêts des abbés commendataires, et pour l'administration, cette administration-là, un bon chartrier, c'est un chartrier qui est fermé, qui est scellé. Et l'administration se montre efficace pour protéger les archives monastiques de leurs prédateurs, les fermiers, les moines, et même les rats, comme on l'a vu pour Haut au XVIIe siècle. Au siècle suivant, lorsque cette administration peine à trouver des abbés commendataires, elle se résigne à ouvrir des périodes de vacances et la gestion des abbayes est confiée à un économat des bénéfices vacants, administration particulièrement efficace qui prend des mesures conservatoires fortes pour protéger les fonds qui peuvent encore l'être. Rédaction d'inventaires qui sont de plus en plus formalisés, et on voit aussi, et c'est très révélateur, que sous son influence, le mobilier change. Les coffres et les sacs en toile de jute qu'on trouve à la fin du XVIIe siècle sont remplacés par des meubles à archives, des portes coupe-feu sont installées et des serrures complexes à 2 ou 3 clés sont posées. Donc l'administration, elle, fait son boulot, j'ai envie de dire, mais redoute à juste titre, c'est d'expérience que l'on pénètre dans ces chartriers. Donc elle les ferme. Pour elle, il faut que ce soit fermé. Et puis, on a, deuxième membre de ce ménage à trois, on a les fermiers. Les fermiers pour qui ces parchemins et ces chartes fournissent la preuve ultime en droit qui leur permet de soutenir leurs nombreux procès et de défendre leurs propres intérêts financiers. Donc, pour eux, un bon chartrier, c'est un chartrier qui est ouvert. C'est un chartrier où on va et on vient pour prélever les chartes pour preuve. Et il n'est pas rare, lors des réductions de bénéfices, qu'ils s'opposent frontalement à l'administration en refusant de rendre les chartes en leur possession. Et on a un extrait d'un procès verbal, une réduction de bénéfices fin XVIIe siècle,
à abondance, où tous les fermiers sont convoqués, ils arrivent devant le sénateur, ce n'est pas n'importe qui, hein, c'est quand même un des hauts fonctionnaires de l'État savoyard, et là, tous, avec une belle unanimité, ils avouent, oui, on a des chartes, on a des parchemins chez nous, mais on ne les rendra pas. Les sénateurs prennent acte, et le soir, eh bien, ils repartent à Chambéry, et ils n'auront pas mis la main sur une seule des chartes qui étaient aux mains de ces fermiers. Et puis, troisième partie prenante de l'affaire, eh bien, évidemment, ce sont les communautés religieuses. Et les communautés religieuses, eh bien, leur attitude a bien évolué au cours de l'époque moderne. On peut dire au XVIe et XVIIe siècle que du moment que leur bien-être matériel est assuré, elles estiment, et à juste titre, que ce n'est pas à elles à s'occuper de ces archives. C'est un paradoxe, hein, c'est elles qui sont en place sur place, mais elles se traînent ces archives comme un boulet. Et pour les communautés monastiques, un bon chartrier, c'est un chartrier dont les autres s'occupent. À cet égard, une petite phrase d'un prieur encore d'abondance est assez révélatrice. Elle est prononcée au moment d'une visite et il dit « Mais c'est par pure bonté que je mets à disposition de l'abbé commendataire des armoires et une salle pour y conserver les archives de la maison. » Sous-entendu, écoutez, moi, ces archives, c'est pas à moi de m'en occuper, c'est pas mon affaire. Et à quelques exceptions près, on se rend compte qu'au XVIe et au XVIIe siècle, eh ben, il n'y a pas que des mabillons dans les cloîtres savoyards. Alors, bon, il y a quelques exceptions, je pense à Alphonse d'Elben, abbé d'Hautecombe, Hilaire Léa, qui est un des prieurs d'abondance, dont les travaux d'érudition sont assez remarquables, mais bon, en règle générale, il faut attendre le milieu du XVIIIe siècle, 1750, pour que les choses changent et que les moines de la maison accèdent à leur propre chartrier, eh bien, pour dresser des listes abbatiales, des monographies, dans un souci, on va dire, intellectuel. Donc, voilà, ce ménage à trois aux intérêts divergents se trouve vraiment mis en lumière à l'occasion de ces réductions de bénéfices, et on voit à quel point les archives médiévales sont un enjeu. Alors, c'est vrai qu'on voit, pour les moines en l'occurrence, ce n'est pas un enjeu important, mais par contre, pour les fermiers et pour l'administration savoyarde, c'est une toute autre musique. Alors, si les fonds monastiques savoyards avaient été parfaitement conservés, et ça arrive, on pense évidemment à Saint-Maurice, c'est le cas exemplaire, mais on pense aussi aux archives de l'abbaye de Beaumont, qui sont très bien conservées, aux archives d'État à Lausanne, eh bien, si tous ces chartriers étaient aussi bien préservés, aussi bien connus, eh bien, on se bornerait à relever l'apport de ces réductions de bénéfices à l'archivistique monastique locale, et puis voilà, merci, au revoir. Or, en Savoie, les fonds monastiques, en tout cas dans la partie française de la Savoie, les fonds des abbayes sont extrêmement mutilés et ont tous en fait quasiment disparu ou sont réduits à l'état d'épave. Il y a très peu de fonds constitués qui existent encore. Dès lors, quand les fonctionnaires qui sont envoyés sur place dressent un inventaire, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a 2 fois dans les textes que je vous ai cités, il est fait mention d'un inventaire qui est rédigé par les sénateurs. Dès lors qu'il est fait mention d'un inventaire et qu'ils le glissent dans leur procès-verbal, toujours aujourd'hui donc conservé à Chambéry, eh bien, il s'agit souvent des seuls témoins d'actes aujourd'hui complètement disparus. Et j'en viens à ma deuxième partie. On va s'intéresser donc maintenant à ces inventaires en posant pour commencer une question toute bête. Est-ce qu'à chaque réduction de bénéfices, est-ce qu'à chaque décès d'un abbé commendataire, on rédigeait un inventaire? Est-ce que cela fait partie de la procédure? Et la réponse est non. Et on ne sait pas vraiment pourquoi. Des ordres reçus verbalement, la disponibilité, les scrupules, la conscience professionnelle de certains enquêteurs, il n'y a pas de règle. Une réduction de bénéfices n'a pas pour corollaire la rédaction d'un inventaire. Exemple, en 1640, nous sommes à Hautecombe, nécropole de la maison de Savoie, on n'est pas très loin de Chambéry, on pourrait penser que par la proximité, par l'intérêt de la maison, on s'en soucie, ben pas forcément. Hein. Le procureur général du Sénat qui arrive sur place estime le travail d'inventaire des parchemins à 15 jours. Et donc finalement, ils abandonnent l'idée et se contentent de prendre une note des livres de reconnaissance, ce qui fonde le droit de la propriété. Et il dit, et le reste des archives n'a pas été inventorié et demeure dans le même état qu'on les a trouvées, tant dans des armoires que dans des coffres. Et nous avons fait sceller les dites archives. Donc là, pas d'inventaire.
Par contre, en 1687, à Abondance, on rédige 2 inventaires. Donc, on trouve un vieil inventaire d'archives qui est inutilisable en l'état. Donc, on le recopie et on fait une copie de cette copie. Et à Au, en 1688, la rédaction de l'inventaire de 2900 titres, c'est quand même pas des petits chartriers qu'on trouve en Savoie, eh bien, cette rédaction prend plus d'une semaine. Et outre les envoyés du Sénat, donc il y a les procureurs et les sénateurs, mais ils ont aussi leurs secrétaires qui sont là pour bosser, eh bien, toute la communauté monastique d'Au est mise en place et est mise à contribution pour la rédaction de cet inventaire. Alors, il n'y a pas de règle. Voilà. À Hautecombe, en 1640, on ne fait rien, il y a trop de boulot, il y a 2 semaines de travail et on s'en va, on scelle et on s'en va. Et puis, 40 ans plus tard, à Au, on prend une semaine en mobilisant tout le monde pour copier un inventaire qui fait presque 3000 entrées. Alors, si vous le voulez bien, ceci dit, venons-en maintenant à l'apport de ces inventaires à la connaissance historique au travers de l'étude de 2 cas que je connais bien, abondance et eau. Alors, pour mettre en contexte, abondance, aujourd'hui, du chartrier d'abondance, il ne reste rien. Il ne reste pas un seul parchemin que l'on peut, sans discussion, attribuer aux archives de l'abbaye. Par contre, les inventaires apportent des précisions vraiment intéressantes sur la manière dont le chartrier était géré. Et les questions d'archivistique qui peuvent être soulevées grâce à ces documents sont vraiment intéressantes. Par exemple, grâce au premier inventaire, on est dans les années 1620, on sait qu'il y a 6 coffres qui contiennent exactement 877 actes qui sont répartis en 22 sacs. Vous voyez qu'on est d'une précision, une précision remarquable. Alors, au passage, on conserve dans des sacs, même au début c'est quand même un système archaïque, même au début du XVIIe siècle. Alors, c'est vrai qu'on est dans les montagnes de Savoie, mais on voit qu'il y a peu d'intérêt qui a été mis à la conservation de ces actes. Donc, à peine un siècle plus tard, grâce à une autre réduction de bénéfices, même travail, même inventaire, on apprend que l'armoire aux archives, on a changé, on n'est plus dans des sacs, on a une armoire maintenant. L'armoire ne renferme plus que 697 actes. Ça veut dire qu'en un siècle, il y en a 190 qui ont disparu, au temps de la présence de la communauté monastique. Donc, ça fait 20% de pertes en un siècle. Et ça, ce n'est pas imputable à la Révolution ou quoi que ce soit. Les communautés sont en place, le chartrier est censé être surveillé, et malgré ça, voilà. Pour le chartrier d'Au, c'est quasiment la même chose. Entre 1678 et 1737, le laps de temps est encore plus court. On est sur une 50aine d'années. 350 chartes disparaissent sur un chartrier d'à peu près 3000 actes. Donc, il y a 10% du chartrier qui disparaît comme ça. On ne sait pas où sont passés les parchemins. Alors, vous voyez que les questions liées proprement archivistiques de ces réductions de bénéfices sont absolument passionnantes parce qu'on peut faire des statistiques et on peut notamment voir qu'en présence des communautés monastiques, c'est pas aussi simple que ça et que les parchemins et les chartes se filent entre les doigts des communautés en place, pour ainsi dire. Alors, revenons-en aux inventaires et c'est les textes, les analyses des inventaires d'abondance sont extrêmement lapidaires. Je vais vous montrer quelques exemples après. Elles sont composées de 3 ou 4 lignes, rarement plus. Mais ce sont les seuls témoins d'actes disparus. Pour beaucoup, il n'y a même pas de copie. Je vous donnerai quelques statistiques après. Il n'y a pas de mention de scellement. Les millésimes ne sont pas systématiquement notés. Et on voit là qu'on est en présence d'un outil de travail qui est destiné à être utilisé avec les chartes et non indépendamment d'elles. Donc, c'est un outil de travail, tout simplement. C'est un outil de collationnement. Et cet inventaire d'abondance tient plus de la compilation en fait, de mentions dorsales, et je pense qu'il ne faut pas aller voir plus loin, c'est-à-dire qu'on a pris les chartes, on a pris les mentions dorsales, on a rédigé l'inventaire d'après les mentions dorsales, et puis on n'a pas été plus loin que ça. Peut-être parce qu'on est dans les années 1620, 1640, 40 ans plus tard, les choses changent. C'est plus le notaire du coin
qui fait ça. Ce sont des commissaires d'extante, donc ils développent un petit peu plus leurs analyses, ils mettent les millésimes. On sent qu'il y a une formalisation de ces inventaires qui, dès le milieu du XVIIe siècle, est assez perceptible. Donc la répartition chronologique des actes en 1620 à Abondance, il y a 601 exactement actes médiévaux qui forment à peu près 70% des archives. Il y a 36 actes qui sont datés du XIIe, 133 du XIIIe siècle, 215 du XIVe siècle. Vous voyez que ça permet quand même de faire des choses assez fines, ces réductions de bénéfices. Et puis on peut y ajouter 67 actes non datés, mais dont les analyses suggèrent sans équivoque une composition médiévale. Alors je vais vous montrer l'inventaire d'Abondance, à quoi ça ressemble. Si j'arrive... Et on va y arriver. Est-ce que vous voyez vous voyez la diapo sous les yeux. Donc là, voilà, c'est l'inventaire d'Abondance. Donc on voit bien les analyses, très lapidaires, 4 lignes, rarement plus. Et puis on voit par exemple, vous voyez la petite flèche ? Donc vous voyez qu'on inventorie par sac. Dans le sac de Larynge, donc Larynge, c'est une des dépendances d'Abondance, c'est très géographique, on prend ça de manière au temporel, j'ai envie de dire, de l'abbaye, et on inventorie ce qu'il y a à l'intérieur des sacs, sans souci chronologique. On prend un parchemin, et puis vous voyez, 1235, 1235, 1289, on repasse à 1235, on les prend comme ils viennent en les piquant à la main. Alors, c'est vrai que c'est lapidaire, c'est vrai que c'est frustrant, c'est vrai que c'est à manipuler avec précaution, mais en attendant, ce sont ce que vous avez sous les yeux, là, c'est les seuls témoins, vu qu'à Abondance, il n'y a plus rien. C'est les seuls témoins d'actes qui ont complètement disparu. Je vous fais un petit agrandissement parce qu'il y a des choses intéressantes. Donc là, c'est un autre sac, Tusich, Véno, et on voit dans la marge des Fissiunt, c'est-à-dire ce qui manque dans le sac. Donc, il manque les numéros 9, 10, 13, 15, on ne sait pas où ils sont passés. Et par contre, stat que l'on voit ici, donc il est présent, il est dans le sac. Et on a comme ça un aperçu assez pointu, assez précis de la vie de ces archives médiévales pendant toute l'époque moderne. On peut même dire, à la limite, quand est-ce qu'un parchemin a disparu entre deux réductions de bénéfices. Ouais, ça, c'est tout à fait possible grâce à ça de l'avancer. Ça ne fait pas vraiment avancer le schmilblick, mais bon, ça a un intérêt d'ordre archivistique qui est vraiment indéniable. Et sur le fond, l'apport de ces réductions, il est considérable. Si on prend le chartrier virtuel d'Abondance, c'est-à-dire le chartrier tel qu'on pouvait le trouver en entrant dans les archives d'Abondance en 1300, c'est possible du coup de se projeter dans ce genre d'interprétation. Donc à cette époque-là, le chartrier d'Abondance, si vous étiez rentré dedans, vous auriez trouvé 206 parchemins. Donc 206 parchemins qui ont complètement disparu. Plus un original qui provient sans équivoque des archives, je vous l'ai dit. Par contre, sur ces 200 actes, 206, il y en a 51 quand même qui sont connus par l'érudition, par la tradition, par des procès, par des copies. Mais ça revient quand même à dire que sur ces 206 actes, il y en a quand même 75% qui ne sont connus que par les petites lignes que vous avez sous les yeux. Il y a 155 analyses qui permettent de connaître, qui sont les seules qui permettent de connaître le contenu de ces parchemins, même si c'est réduit à une personne, un donateur. Mais bon, vous voyez, c'est intéressant. Si on prend le numéro 2 ici, on a un Henri d'Allinges, dont c'est quand même une mention en 1237, qui donne la moitié d'un muid de froment et la moitié d'un muid d'avoine tous les ans au monastère. Il y a quand même des choses qui sont intéressantes dans ces analyses. Alors ça, c'est un cas, c'est Abondance qui est un cas extrême, où pas une charte n'a été conservée, mais là, on voit que quand je parle de sources palliatives, là, on est en plein dedans. C'est vraiment ce qui nous permet de faire avancer la connaissance historique, c'est la réduction de bénéfices. À haut, vous allez voir qu'on est à peu près dans le même type de document, mais on a déjà des analyses qui sont un petit peu plus fournies.
notamment parce que le notaire qui a travaillé dessus est un notaire du Cru et il aimait manifestement bien la toponymie et les familles qui croisaient dans ces actes. Donc, il n'a pas hésité à aller plus loin en fait, que la mention dorsale. Donc là, on a quand même des choses plus détaillées, plus intéressantes, qui sont écrites en français d'ailleurs. On est loin de la mention dorsale parce que l'acte d'avant, tout était en latin, donc c'est des morceaux dorsales médiévales, en fait, qui sont retranscrites pour le cas d'abondance. Ici, à haut, on n'est pas tout à fait dans la même configuration. Alors, si on se projette dans le chartrier virtuel d'eau, si on rentre dans le chartrier d'eau en 1306, il y a 610 chartes qui sont conservées. Donc, il y en a, j'ai pu en localiser évidemment sous leur forme originale. Il y a des copies qui ont été retrouvées, donc 10% d'original, 15% des entrées, ça fait 153 chartes qui sont connues par leur contenu intégral. Mais là encore, comme pour Abondance, ça revient à dire que 75% des actes d'eau de ce chartrier virtuel ne sont connus que par les mentions d'inventaire que vous avez sous les yeux, par ces réductions de bénéfices. C'est la même proportion que pour Abondance. C'est intéressant, on est aux trois quarts en fait des chartes qui sont connues comme ça. Qu'est-ce que j'ai à vous montrer après? Ah, voilà, un apport intéressant. On apprend par exemple par cette mention complètement inconnue par ailleurs qu'une noble famille du secteur a laissé en fait ses armures et ses cuirasses en garde et en dépôt à l'abbaye d'Eau. Donc des fois, ça dépasse un petit peu le cadre de la simple donation de terre. On a vraiment des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire. J'ai en mémoire aussi, c'est dommage, j'aurais dû vous le mettre là parce que c'est intéressant, une question d'un organiste, enfin un facteur, plus exactement un facteur d'orgue. On est à la fin du XIVe siècle, qui vient du Jura et qui est appointé par les moines d'Eau pour venir bosser sur l'orgue de l'abbaye. Mention complètement inconnue par ailleurs. Donc là, on a vous voyez, ici, on a deux numérotations en fait. Celle qui est ici, en haut à gauche, et une autre ici, en bas à droite. Celle qui a été apposée en haut à gauche, c'est celle qui a été apposée en 1688, vous savez, par ces pauvres sénateurs qui trouvaient des rats dans les coffres, qui ont été absolument épouvantés par ce qu'ils avaient retrouvé. Et en plus, dans l'inventaire qui était présent, ils se sont rendus compte que en fait, le notaire avait recommencé la numérotation à 1 à chaque fois qu'il changeait de grange et de dépendance de l'abbaye. Donc, si vous vouliez, vous avez 10 actes qui étaient cotés 200, 10 actes qui étaient cotés 203, 200. Donc, les pauvres, ils n'arrivaient absolument pas à s'y retrouver. Donc, c'est pour ça qu'ils ont, vous rappelez, tout mis sur les tables, les bancs et par terre. Et ça leur a pris 4 jours pour remettre le nez là-dedans. Ils les ont cotés tous de 1 à 3000. Et là, on est sur le 2050. Vous voyez que c'est quand même un travail assez considérable sur les archives qui est apporté par ces commissaires. Et là, je vous en mets un dernier qui est intéressant, dans une conclusion, il s'agit d'ouvrir un petit peu et de susciter l'envie des chercheurs. Là, vous avez un travail qui s'ouvre aux chercheurs qui le souhaitent. C'est une chartreuse, Vallon. Très joli site au bord d'un petit lac aujourd'hui, avec un inventaire des chartes, un chartrier complètement mutilé, qui attend son inventeur, qui attend son chercheur, avec un beau dossier, vraiment un très très beau dossier à traiter. Alors, en conclusion de cette causerie, donc on voit que la réduction de bénéfices, cette source moderne, un peu périphérique, il faut bien le reconnaître, met en lumière les différents regards qui peuvent être portés sur l'archive médiévale. Alors on est en plein dans le sujet du webinaire. Selon que l'on est moine, que l'on est fermier ou que l'on est fonctionnaire de l'administration centrale, les chartes nous intéressent, mais pas pour les mêmes raisons, et on ne va pas les considérer et les regarder de la même manière. Cette source, elle apporte aussi de nombreuses données factuelles sur les procédures d'enquête et même sur le mobilier. Leur intérêt comme je vous le disais, on peut même savoir entre le laps de temps, la fourchette chronologique où un acte a disparu. Donc leur intérêt proprement archivistique est absolument démontré. Et puis, dans certains cas, elles permettent de renouveler complètement la documentation historique pour peu qu'un inventaire
a été rédigé à l'occasion de ces visites. Alors, on retiendra quand même que cet inventaire, je pense particulièrement à Abondance, qui m'a donné quand même bien du fil à retordre, c'est quand même un matériau assez exigeant, hein, qui demande de croiser toutes sortes d'informations, puisque tout est suspect dans ce type de document. Le millésime, absolument tout est suspect et tout doit être absolument vérifié. Donc, c'est un matériau assez exigeant, hein, qui est rédigé donc, dans une perspective qui est tout sauf historique et mémorielle. Elle est financière, elle est comptable, c'est tout ce qui les intéresse. Et donc, c'est une source qui en tout cas, moi, m'a invité à bien exercer mon esprit critique. Alors, tout cela est resté inédit, hein, jusqu'à ce que je m'y intéresse pour ma thèse, pour l'abbaye d'Eau, puis plus récemment pour Abondance, et puis pour ce qui intéresse plus les questions de procédure. On a publié avec Didier Méhu en 1211, en 1211, en 2011, je ne sais pas pourquoi je dis 1211, on a publié en 2011 l'impossible réforme, hein, qui est une sorte un inventaire des procès-verbaux, non seulement de l'ordre cistercien, donc la visite régulière que vous connaissez tous, mais aussi les visites du Sénat de Savoie où l'on parle de toutes ces choses. Donc c'est un bouquin qui n'a pas reçu son public. Qui a pas, mais dont je vous recommande la lecture parce qu'on entre vraiment dans l'intime, qui n'a pas trouvé son public. Voilà, c'est le mot que je cherchais, que j'ai trouvé. L'impossible réforme, c'est un bouquin qui date d'une dizaine d'années maintenant, mais qui permet vraiment de rentrer dans l'intimité des archives, notamment, et des chartriers des abbayes, et ça peut intéresser, je pense, bien des chercheurs, publié d'une manière un peu confidentielle par l'Académie salésienne, qui est une société savante d'Annecy, qui fait un travail méritoire sur les archives des États de Savoie. Il doit être encore largement disponible. Voilà, ça c'était pour l'autopromotion, la partie autopromotion du webinaire. Je vous ai formalisé ici les résultats, hein, sur des chartriers, alors virtuels, hein, puisque je m'arrête en 1300 pour Abondance ou en 1307 pour Eau, mais on a quand même une idée bien précise de l'apport que cette source passionnante à tous égards nous apporte. Alors, je vous le dis, on pourrait ouvrir en territoire savoyard, hein, Sixte, Vallon, il y a peut-être une dizaine de monastères dont les archives et les réductions de bénéfices dorment encore dans les archives du Sénat de Savoie. Faut s'y intéresser. Hein, c'est dans la mesure du possible, c'est un travail assez dur, mais assez long, surtout de longue haleine, mais qui est gratifiant, qui est vraiment intéressant. Alors j'avoue, j'espère qu'on va pouvoir en discuter, que je n'ai pas mené l'enquête en France. Hein, je ne sais pas si au décès d'un abbé commendataire dans Dauphiné, au Royaume de France, on fait de telles enquêtes et on dresse des états aussi détaillés des archives des monastères. Je ne sais pas, je pense que la taille des États de Savoie se prête à ce genre de mainmise d'une administration centrale sur les archives des abbayes de fondation royale. Je pense que c'est plus difficile dans des principautés, des royaumes un petit peu plus grands. Mais là, je suis ouvert et j'attends vraiment toutes vos remarques et vos retours d'expérience sur la question, si cette source vous évoque quelque chose. Voilà, écoutez, je vous remercie de votre attention sur cette question qui au départ n'était pas très sexy, hein, la réduction de bénéfices, il faut le reconnaître, mais j'espère l'avoir rendue un petit peu vivante et attrayante. Merci beaucoup. C'était vraiment très très intéressant. D'autant plus que ça met en jeu, hein, ces questions de tradition et même effectivement c'est quand même une question qui agite les médiévistes, de volume de ce qui a pu exister et de ce qui a disparu. Et je trouve dommage, tu as dit que le livre avec Didier Méhu n'avait pas trouvé son public, je trouve dommage que tes travaux ne soient pas suffisamment utilisés et cités dans ces discussions. Voilà,
plusieurs fois, j'ai fait référence à tes travaux dans des discussions avec des collègues en leur disant non, mais c'est pas si simple en fait. Vous vous rendez pas compte, mais là, on a un cas qui montre que on a une gestion archivistique importante au XVIIe et au XVIIIe siècle avec des éliminations d'actes. Et donc, il faut être très très prudent. Et puis par ailleurs, alors sous le contrôle de Sébastien Barret qui est là, mais je trouve que le dossier, les deux dossiers que tu as traités sont extrêmement intéressants parce que ce sont finalement des petites abbayes et qui viennent faire contrepoint au cas un peu exceptionnel, à mon avis, de Cluny et de Clairvaux, où là, on a peut-être une gestion archivistique plus attentive à l'époque moderne. Et finalement, est-ce que c'est pas Cluny et Clairvaux qui sont les arbres qui cachent la forêt de ces monastères de second ordre, voire même parfois de troisième ordre, dans lesquels la gestion archivistique est plus délicate. Tu décrivais, je ne sais plus si c'était Ops ou Abondance, ou c'était dans la poussière. Bon, moi, ça m'a quand même fait penser à Aubazine, où là, on est carrément dans les fientes de chauve-souris, quoi. Voilà. Alors, bon, Estelle a été obligée de nous quitter parce qu'il se passe des choses inquiétantes à Jérusalem, donc elle devait récupérer ses enfants. Donc elle me demandait de t'excuser, parce que du coup, elle a été obligée de décrocher. Euh, voilà, donc j'ouvre la discussion. N'hésitez pas, nous ne sommes pas nombreux, hein, donc... Et Sébastien, Je peux. vas-y. Ben, merci beaucoup et ben, merci pour la communication qui était vraiment passionnante, en effet. Euh, Ceci d'autant plus que ça ouvre vraiment des perspectives sur comment euh, sur des conditions très concrètes de la transmission documentaire. Et en plus de ça, sur des conditions très concrètes, qui sont finalement celles auxquelles on ne pense pas toujours, auxquelles on n'aime pas toujours beaucoup penser, à savoir bêtement la gestion archivistique quotidienne. Et d'ailleurs, quand vous parliez de ces documents qui disparaissent entre deux inventaires, peut-être qu'on peut imaginer qu'ils aient bêtement été éliminés comme ça peut se faire aussi en bonne gestion archivistique. C'est une chose dont on a déjà parlé dans le cadre de ce webinaire ou avec Sébastien d'ailleurs ailleurs aussi. C'est que on se retrouve finalement toujours affronté à cette chose qu'on sait tous, mais qu'on oublie tout le temps, c'est que les gens qui étaient là avant nous n'avaient pas forcément pour objectif de rendre nos études plus faciles. Tout comme d'ailleurs, nous n'avons pas forcément non plus comme objectif les historiens du futur quand nous gérons ou non les archives. J'ai trouvé les défauts mentionnés pour les archives vraiment passionnants parce que c'est comment dire, une espèce de miroir inversé de ce qu'on dit quand c'est censé être bien. C'est-à-dire que quand tu parlais de Cluny, Sébastien, mais quand Mabillon visite Cluny, justement, il dit c'est merveilleux, il y a des armoires, c'est grand, c'est aéré, il y a la place. D'ailleurs, en l'attribuant à l'action d'un abbé, ce qui semble indiquer que ça n'a pas toujours été le cas. Et bon, quand tu disais, Sébastien, que Cluny et Clairvaux étaient peut-être des exemples exceptionnels, oui, peut-être, mais sans doute pas tout le temps. C'est-à-dire que ça a l'air aussi d'être des cas où, pour une raison ou pour une autre, il y a eu à un ou deux moments quelconques des espèces de reprise en main et de travaux archivistiques, mais finalement, le côté on laisse un petit peu tout dans la poussière, ça a dû pouvoir se passer là-bas aussi. Alors, comme je ne suis pas moderniste pour des actions telles que les réductions comme ça ailleurs, j'en sais rien. Mais pour le peu que je sais, ça me dit absolument rien. Et à vrai dire, mais là, c'est peut-être un petit peu juste que je raisonne par cliché, ça m'a quand même l'air de pouvoir être assez typiquement savoyard ou
parce que la Savoie, de ce point de vue-là, de toute façon, des traditions de gestion archivistique et administrative en général, me semble-t-il, qui sont tout à fait particulières et de très très bonne qualité en général. Donc, je veux dire que ce genre de choses-là ailleurs, ça me dit rien, mais après tout, c'est peut-être parce qu'on n'a pas cherché. Ah, ouais. Ouais, moi je vois pas non plus. Mais bon, t'as raison, hein, faudrait demander à des modernistes. Mais je vois pas non plus. À mon grand regret d'ailleurs, parce que j'aimerais beaucoup avoir ce genre Voilà, de. ouais. Pour le coup, ouais. Non, moi, j'ai pas croisé ça non plus. J'ai pas croisé de mention, j'ai pas croisé d'allusion non plus. Mais c'est vrai, Sébastien Barret a raison de souligner quand même que l'administration savoyarde, hein, est extrêmement performante, hein, dès dès le milieu du XVIIe siècle, avec ces deux institutions complémentaires, la Chambre des comptes et le Sénat de Savoie, sur une aire géographique somme toute assez comment dire, assez réduite, ils exercent un contrôle vraiment réel. Et ça, c'est vraiment, c'est peut-être lié à ça aussi, hein. En tout cas, je ne sais pas où ils prennent leur inspiration pour comme ça défendre, parce qu'il s'agit bien de ça au départ, hein, défendre les droits de la maison de Savoie. Alors, des droits d'une maison fondatrice, tout le monde a envie de les défendre. Euh, est-ce qu'il y avait un, est-ce ils ont été un moment susceptible d'être remis en cause? Il faudrait remettre ça dans un contexte un petit peu plus large. C'est possible aussi. Bon, en tout cas, c'est une sacrée assurance pour les droits de la Maison de Savoie de procéder comme ça. Et pourquoi ça n'a pas contaminé finalement d'autres administrations? C'est ça qui est intéressant aussi, parce que là, vous voyez, on commence en 1620 à peu près, hein, à procéder à ces réductions de bénéfices. On trouve manifestement que c'est un bon système. Pourquoi est-ce qu'on ne contamine pas une autre administration voisine, limitrophe? Je ne sais pas. C'est Alors, intéressant. il y avait une question de Marie-Lise Fier. Tu veux la poser ou? Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cette intervention. Alors, ma question est un petit peu en décalage par rapport à ces questions d'archives. À un moment donné, il a été dit qu'au XVIIe siècle, alors c'est peut-être le XVIIIe, j'ai peut-être mal compris, la maison de Savoie peinait à trouver des abbés commendataires. Et donc, ma question, c'était pourquoi? Est-ce qu'il manque de cadets? Est-ce qu'il manque de bâtards? Est-ce qu'il y a une désaffection des carrières ecclésiastiques? Donc, pourquoi ils ont plus pourquoi ils peinent à ce point-là à trouver des abbés commendataires? Ouais, bon, des causes multiples, mais c'est vrai qu'on voit s'ouvrir des longues périodes de vacances, hein, de 20, 30, parfois 40 ans pendant lesquelles une abbé n'a pas d'abbé commendataire. Bon, il y a plusieurs raisons à cela. Euh, je pense on trouve peu de candidats parce que c'est devenu un vrai sacerdoce d'être abbé commendataire de ces abbayes de montagne. On passe son temps en procès et où finalement les revenus, bon, au bout du compte, quand vous avez payé tous vos avocats et vos notaires et vos commissaires d'extante à défendre vos droits, finalement il reste plus grand-chose dans les caisses. C'est pas des abbayes très très riches non plus, hein. Alors que l'on se batte pour Hautecombe, bon bah oui, ça, il n'y a pas de doute, hein, mais qu'on se batte pour eau, pour abondance, là je pense que c'est un problème de rapport sur, sur investissement. Donc finalement, il y a peu de candidats, il y a peu de volontaires, et je pense que l'administration savoyarde aussi, ça ne lui déplaît pas que des économes laïcs, hein, parce que l'économat des bénéfices vacances, c'est un économat, enfin ce sont des économes laïcs, et bien ça ne lui déplaît pas tant que ça, finalement, que des fonctionnaires professionnels appointés par l'administration savoyarde, finalement prennent en main les destinées économiques de ces monastères. Voilà, on enlève une variable, si vous voulez, la variable de l'abbé commendataire, qui n'était pas toujours fiable ou qui n'était pas toujours non plus de nature à mettre en honneur la maison de Savoie ou les abbayes. Donc voilà, moi j'y vois ces deux causes-là, hein, une certaine pauvreté des abbayes savoyardes et puis le fait que l'administration savoyarde trouve que finalement, c'est pas plus mal de ne pas avoir d'abbé commendataire.
Moi, j'avais des questions, plusieurs. Alors, la première, c'est est-ce que tu repères un profil de disparition dans ce qui disparaît, justement, là, dans les 190 qui disparaissent à abondance en un siècle? Est-ce qu'il y a un profil de type d'acte qui se dégage? Et j'avais une question aussi, parce que tu as évoqué le fait que les fonds étaient très mutilés. Puis tu l'as bien montré avec Ops et Abondance. Et la question, c'était pourquoi en fait? C'est à la Révolution, enfin j'imagine, ou peut-être après, je sais pas. Enfin, puisque manifestement, c'est pas les guerres de religion, puisqu'au XVIIe, on a encore des chartriers impressionnants, quoi. Donc, enfin, quel est le moment où ça a été mutilé et qui explique que ce qui existait au XVIIe et au XVIIIe n'existe plus aujourd'hui? Oui, alors bon, à quelques mouvements anecdotiques près, les guerres de religion en Savoie, on a vécu ça de très très loin. Alors, ben, il y a plusieurs cas de figure. Abondance, par exemple, l'abbaye est supprimée. Alors vraiment au sens canonique du terme, hein, elle est supprimée au début du XVIIIe siècle. Et à partir de là, donc on n'est pas du tout dans un contexte révolutionnaire, mais à partir Ouais, de là, ces archives disparaissent. Voilà. ouais, On d'accord. les trouve à un moment à la Sainte Maison de Thonon, et après, plus rien, plus une trace. On ne sait plus où elle passe, on est au début du XVIIIe siècle. Pour Eau, donc la Savoie est... Les révolutionnaires pénètrent en Savoie en 1792, Ouais. et on aurait pu penser que les moines aient préparé un petit peu tout cela, et pas du tout, quoi. Les révolutionnaires arrivent, les archives sont là, les moines sont là, tous les manuscrits sont là, et ils partent dans la précipitation la plus totale. Et tout est en place, quoi. Alors, on va retrouver. Alors, c'est juste, c'est un petit clin d'œil, mais c'est intéressant pour les histoires d'archives. À Haut, un de ces abbés, un des premiers abbés s'appelait Guérin, et c'était un saint local assez réputé. Euh, et on intercédait, on demandait son intercession pour guérir les bêtes malades, les vaches malades. C'est un saint de la montagne, c'est un saint pastoral, le saint pastoral par excellence. Et on a plusieurs témoignages de parchemins, donc une fois pillés dans les archives par les habitants du village. Attention, on est à 1000 habitants, 800 mètres d'altitude. Vous voyez un petit peu la configuration des lieux dans la Savoie de la toute fin du XVIIIe siècle. On prend ces parchemins et on les enfile sur les cornes des vaches pour qu'un peu du pouvoir thaumaturgique de Guérin protège les bestiaux. On en perd comme ça. Il y a des notaires qui se servent au passage parce que souvent ils sont partie prenante dans des conflits d'alpage locaux, donc on arrive quand même à prélever certaines chartes utiles. Bon, voilà, tout est dans la nature en Savoie, j'ai envie de dire, avec ces disparitions d'archives. Mais là, pour le coup, à Abondance, on ne peut pas imputer ça aux révolutionnaires français, aux guerres de religion, ou non, elles se perdent. Elles se perdent dans la nature à partir du moment où l'abbaye est supprimée. Et elle est totalement supprimée, elle est même pas sécularisée, quoi. Elle est supprimée. Ah oui, c'est un cas rarissime. Mais bon, les feuillants, c'était des feuillants qui avaient remplacé les chanoines à Abondance, avaient des mœurs assez Ouais, d'accord. légères. Ouais, Bon, d'accord. voilà, il fallait faire quelque chose Ouais, absolument. d'accord. Ah ouais. Donc oui, c'est un cas assez, effectivement assez rare. Donc on sait, 50 ans plus tard, il y a un des curés d'Abondance qui écrit une monographie, comme ça se faisait souvent, qui semble-t-il prendrait quelques chartes qu'il aurait en sa possession, mais combien ou comment si ça se trouve, c'est toujours dans un grenier dans la mairie d'Abondance. Et entre nous, ça ne m'étonnerait pas, en réalité, hein, ou dans des archives du presbytère. Vous savez, dans ces pays de montagne, c'est pas impossible du tout. Mais bon, il y a une chose intéressante, notamment pour eux, c'est que le pillage et la perte des archives, ça a été quand même un pillage méthodique. Hein, c'est-à-dire que les archives et les parchemins intéressants, notamment ceux ayant trait à la propriété des alpages et les droits, ceux qui confirmaient les droits d'usage des communautés paysannes, ceux-là, bizarrement, ils n'ont pas fini sur les cornes des vaches. Hein, les notaires les ont bien gardés, les communautés paysannes les ont gardés, les ont toujours. Toujours. Il y a toujours des procureurs à Saint-Jean-d'Eau, par exemple, qui gèrent une partie de montagne, et ils ont toujours les parchemins
piqués dans les archives de l'abbaye en 1792, qui fondent leur droit de cette société un petit peu anachronique. Il faut bien le reconnaître. Et il y avait une autre question, je ne m'en rappelle plus. Oui. Oui, un éventuel profil de disparition de ce qui est éliminé au XVIIe siècle. Est-ce que tu as repéré voilà, un type d'acte ou une chronologie ou enfin voilà, est-ce qu'on voit un schéma Ouais. Ben, c'est souvent les actes et ça désigne le coupable. Hein. Ce sont souvent les actes qui peuvent servir de preuve à un procès. Donc, qui les a piqués? Bah, évidemment, ce sont les fermiers. On a, à mon sentiment, on a par exemple assez peu d'actes qui disparaissent, qui auraient pu être utilisés pour un travail d'érudition, dans une correspondance entre érudits ou de preuves de noblesse, comme ça se faisait beaucoup, où ceux-là ne disparaissent pas trop finalement. Par contre, le foncier, la propriété, bah oui, ce sont eux qui disparaissent. Donc le crime est signé. Et tant que j'y suis, le procès imprimé, ça fait écho d'ailleurs à quelque chose dont on a discuté avec Sébastien Barret il n'y a pas longtemps. C'est quelque chose que tu as creusé, que tu as rencontré souvent, le fait d'imprimer un procès, parce que moi j'en connais un aussi. Et j'avoue que je ne sais pas du tout, n'étant pas moderniste, comment situer ce genre de choses. Alors, je ne sais pas ce qui motive l'impression d'un procès. Ouais. C'est difficile à dire. Là, c'est quand même un gros dossier qui dure un siècle sur des questions de taillabilité de familles de serfs, appelons-les comme ça, même au XVIIIe siècle en Savoie, hein, qui appartiennent à l'abbaye d'Eau. Donc, ça met quand même en jeu... ça remonte jusqu'à Chambéry où bon, il y a une... Je sais pas comment dire, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est pas la décision de justice elle-même où on demande l'impression du procès, ou alors est-ce que c'est pas une pièce de procédure demandée par le procureur, je sais pas. Je sais pas non plus quelle est la publicité de ces procès, quelle est leur diffusion. On imprime un procès chez Gorin à Chambéry en 1757. À combien d'exemplaires on le tire? À qui il est destiné? On n'en sait rien. Ça, par contre, voilà, ça, c'est des questions intéressantes qu'il faudrait creuser, effectivement. J'en connais quelques autres pour des abbayes, peut-être un ou deux, mais c'est pas la règle. C'est quand même réservé à des cas assez exceptionnels. Hein, et c'est normal, ça coûte cher, on n'imprime pas comme ça. Et puis bon, il faut aller chercher les chartes, les copier. Je vous remets quand même 2 secondes, si vous me l'accordez, le petit extrait de ce procès imprimé, parce qu'il a des petites choses vraiment intéressantes. Vous le voyez? Ouais. Donc, ce sont des actes du milieu du XIIe siècle. Et ils sont passés, je ne sais pas comment, je ne sais pas à quel moment, peut-être en 1780, un moine un peu érudit. Il a été entre les mains d'un moine de l'abbaye d'Eau qu'il a annoté à la marge et qui a complété en fait les parchemins d'après ses propres archives qu'il avait sous les yeux. Alors on a quelque chose de tout à fait exceptionnel qui n'est pas conservé dans des archives publiques, conservé dans des archives privées. Parce que cette pièce du dossier qui était dans les archives de l'abbaye d'Eau s'est retrouvée par un cheminement improbable aujourd'hui aux archives de la paroisse. Voilà. Là, vous avez, c'est vraiment donc je crois qu'il doit y avoir 300 pages imprimées comme ça, avec une vingtaine d'actes du XIIe. C'est quelque chose d'assez saisissant et dont le sujet est absolument passionnant, puisqu'il s'agit quand même de déterminer si les hommes de l'abbaye d'Eau sont des serfs ou pas. Hein, et si c'est intéressant. Si ce webinaire se prolonge d'une manière ou d'une autre, c'est un dossier que j'aimerais bien traiter.
à la fois sur le fond et sur la forme. Ouais. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et dans cet imprimé, tu n'as que les pièces justificatives, c'est-à-dire les chartes, ou tu as aussi l'argumentaire Il y a l'argumentaire. Il y a l'argumentaire, hein. Ouais, d'accord. C'est pas que les preuves. Ouais, c'est ça. Hein. Ce sont les preuves plus la procédure. Ouais, c'est ça. Justement, les avocats disent, ben voilà, dans telle charte, on voit ça. Donc, okay. Autre question, intervention? Oui, Sébastien? Il y a une chose qui me... une chose que je me demande concernant donc, non seulement le désintérêt des frères pour leurs archives, mais aussi le fait, si j'ai bien compris ce que vous disiez, qu'il y avait des cas où c'était affirmé de manière très claire, voire presque agressive. Comment ça se fait? C'est à cause du système commandataire, justement, qui fait qu'ils avaient l'impression que ce genre de choses-là ne les concernait pas du tout parce au point que de dire, comme vous le citiez, je crois, que c'est déjà bien qu'on ait une salle, ça va loin quand même. Ah ouais, non, mais c'est vrai. Je pense que c'est vraiment à mettre sur le compte des relations absolument épouvantables que les communautés entretenaient avec leurs abbés commendataires et avec les agents des abbés commendataires. Pour la communauté en place, les archives, c'est l'abbé commendataire, c'est son problème, c'est sa question. Mais vous savez, aujourd'hui encore, je ne citerai pas le nom de l'abbaye, mais quand vous allez voir le frère archiviste d'une abbaye en place aujourd'hui avec des moines, aujourd'hui, en 2021, il se navre du peu d'intérêt de ses frères pour les archives de la maison, en disant, d'ailleurs, en faisant un bon mot et un petit clin d'œil au passage, en disant, oh, vous savez, ils aiment que la théologie. Je trouve ça génial. Mais voilà, le désintérêt pour les archives historiques, c'est pas, après tout, c'est pas un boulot de avant Mabillon, avant. Puis là, vous savez, la Savoie, c'est loin de on est loin de ce grand renouveau de la diplomatique, et on est loin de tout ça. Le temps que ça vienne chez nous, on est performant sur d'autres aspects, notamment l'administration. Hein. C'est pas pour faire de la Savoie un État périphérique, loin de là. Mais le temps que ces questions intellectuelles pénètrent dans les montagnes du Chablais, eau ou abondance, eh bien, il faut quand même du temps. Donc un moine, les archives, après tout, c'est pas son boulot, quoi. Il n'a pas à s'en occuper plus que ça, du moment que, comme je le disais, ses intérêts matériels sont préservés. Et finalement, ce qui est étonnant, mais bon, ça nous parle, mais je trouve qu'il y a finalement assez peu de curiosité intellectuelle de leur part. Parce qu'après tout, on pourrait se dire, oh, même ranger, quoi. Je veux dire, même passer un coup de balai. Vous voyez ce que je veux dire? Eh ben non. Non. Et donc ça, par contre, voilà, ce côté extrêmement braqué sur cette question-là et intransigeant, il faut le mettre sur le compte des relations des moines avec l'abbé commendataire. Et vous savez, en plus, le prieur qui répond ça aux envoyés du Sénat de Savoie, si je me rappelle bien, prieur d'abondance, c'est Don Hilaire Léa, qui est par ailleurs l'auteur de deux monographies familiales à la fin du XVIIe siècle qui sont en tout point remarquables, où il va chercher des chartes dans tous les monastères possibles et imaginables. Donc c'est quelqu'un qui est en plus qui a une sensibilité particulière. Donc même lui dit, non, attendez, moi m'occuper des archives, c'est pas mon affaire. Mais je me demande effectivement, c'est quand même pas un cas un peu particulier dans ta région lié aux très mauvaises relations avec les commandataires, parce que tu vois, moi, le cas que je connais à Aurillac, où pourtant c'est des chanoines, donc ils gèrent des archives héritées de moines, donc on pourrait se dire, eh ben, alors je dis pas qu'ils les gèrent très bien, hein, mais il n'y a pas ce désintérêt total. Alors, il n'y a pas d'intérêt historique. Hein. Moi, j'avais été frappé de constater que quand ils s'intéressent vaguement à l'histoire de leur passé, en fait, ils passent par la bibliothèque, pas par les archives. À tel point qu'ils ont dans leurs archives un acte qu'ils ne connaissent que par la lecture de Baluse, en fait, qu'il a imprimé, quoi. Donc, c'est space, quoi. Mais à l'inverse, bon, il se pose quand même il y a des registres de délibération capitulaire où il se pose la question
bon, c'est dans le clocher, c'est au cas de vent, c'est pas terrible, faudrait qu'on fasse quelque chose. Ouais. Alors, je suis pas sûr qu'il l'ait fait, mais parce que ça coûte. Mais voilà, il y a pas cette espèce de revendication de les archives. Et alors, oui, ça me fait penser à une question. Tu n'as qu'un seul fonds à chaque fois. Tu n'as pas un fonds spécifique pour l'abbé commendataire. Non, non, non. Pas à ma connaissance, à moins que je crois, j'ai en mémoire certains cas où le Sénat saisit des archives des abbés. Donc à ce moment-là, on peut avoir deux fonds, c'est Ah, possible. Le fonds de l'abbaye plus le fonds de l'abbé commendataire. Mais souvent, comme ils sont abbés d'une vingtaine de maisons, ça représente une certaine masse de travail, mais on peut peut-être arriver à trouver des choses dedans, c'est possible, hein. Mais je pense que, vous savez, mais c'est un fonds personnel dans ce cas-là. oui, oui, tout à fait. Je Il pense est, au fond de Don Antoine de Savoie, déposé aux archives de Chambéry, qui est un fonds personnel. C'est un des fils naturels d'un duc ou roi, je sais plus si sont duc ou roi à cette époque-là. Et Don Antoine, ces archives sont aujourd'hui conservées. Donc là, il y a sûrement des choses à creuser. Mais il ne faut pas perdre à l'esprit. Alors, est-ce que c'est peut-être pas ça l'originalité finalement savoyarde? C'est que ces abbayes sont quand même mises en coupe réglée, hein, par les abbés commendataires. Vous pourrez Justement, c'est intéressant de voir ce que les visites régulières disent de la vie quotidienne des moines à cette époque-là, hein. Ils vivent dans. Ah bon, un moine se trouve toujours misérable, hein, c'est un fait, et il faut montrer pas le figure pour essayer pour espérer grappiller quelque chose. Mais c'est quand même assez unanime. Ce sont des moines qui vivent dans la misère, dans une misère telle qu'ils ont des habits qui sont dégueulasses, ils sont tout rapiécés. On sent que c'est pas une misère feinte au moment où l'envoyé, l'abbé de Tamier vient faire sa visite. Donc cette mise en coupe, elle est évidemment très très mal perçue. Le montant des prébendes n'est pas respecté, ils ont pas de quoi, ils peuvent à peine s'habiller. Ça nourrit un ressentiment quand même. Et est-ce que ça ne, voilà, est-ce que ça n'engendre pas finalement un rejet de tout ce qui, de près ou de loin, notamment les archives, peut rappeler leur abbé commendataire? Ça fait partie de la petite musique aussi, ça, je pense. bon. Y a-t-il d'autres Peut-être Oui, une toute petite chose, mais alors c'est vraiment un truc qui m'est passé par la tête. Euh, je crois que vous avez parlé tout à l'heure d'un des notaires qui a fait un travail un petit peu meilleur que certains de ses collègues, et qu'il avait des intérêts visiblement, enfin, au-delà de la chose en question. Est-ce que c'était un feudiste ou est-ce qu'il y avait ce genre d'activité aussi autour des fonds que vous connaissez? Oui, c'est dès lors qu'un notaire est commissaire d'extante. Alors, c'est le terme utilisé en Savoie, hein, de tous ces notaires qui enquêtent sur les droits, effectivement, soit des familles, soit des maisons. Donc voilà, oui, on sent qu'on passe un cap au niveau comment dire, du côté professionnel du travail, dès lors qu'il est confié à un de ses commissaires d'extante. Et donc le notaire tavernier, là, qui sévit un petit peu, hein, dans le secteur. Il devient commissaire d'extante au début du XVIIIe siècle, si mes souvenirs sont bons. Et c'est à lui qu'on doit ces très belles analyses du chartrier d'eau, notamment, qui à la fois révèle, lui, son intérêt sur la toponymie, sur les familles locales, sur les formes vernaculaires aussi dans les parchemins. C'est vraiment intéressant. Donc, il y a une formation, hein, du notariat à ces questions-là qui, à partir du milieu du XVIIe siècle, devient de plus en plus pointue. D'accord.
Merci encore, Arnaud. Hein. Alors, il me reste juste à rappeler que la prochaine séance aura lieu le 17 mai pour écouter Pierre Chambert-Prota sur la question de Florus, auteur médiéval à l'époque moderne. Et puis vraiment, on te remercie chaleureusement. Et puis, oui, c'est des choses dont il faut qu'on reparle à l'avenir. Parce que c'est vraiment des dossiers très, très intéressants, quoi. Ah oui, sans nul doute. En tout cas, merci de m'avoir accueilli. J'ai été ravi de vous parler de ces dossiers dont on ne parle pas assez. Je suis d'accord avec toi. C'est vraiment chouette.